c'est parti pour l'enregistrement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, welcome dans le premier webinaire de rentrée de Synapse Performance. On est ravis de vous accueillir. Ce matin, c'est Stéphane qui est aux manettes pour vous présenter la capitalisation des savoir-faire dans votre entreprise. Donc, on est ravis. Le lien fonctionnera aussi pour l'enregistrement. Vous pourrez récupérer ce webinaire enregistré et on est ravis de passer ce petit moment avec vous. Et Alexandra, tu as été la première connectée, donc ravie de t'accueillir ce matin. J'ai Fabrice qui est en train de se connecter. Ça a fait venir Ça l'a fait venir, ça Fabrice c'est qu'on est cool en quand train on ouvre une d'accueillir. bouteille. Exactement. Donc du coup, on va après pouvoir prendre un tout petit temps de présentation sur l'équipe Synapse. Bonjour Fabrice, bienvenue. Je sais pas si tu nous entends, si tu nous vois. Si, ça y Bonjour est. Fabrice. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je crois que tu nous entends pas. Si, peut-être que si, mais en tout cas, voilà, ravi de t'accueillir. Donc on va démarrer et hâte, Stéphane, d'avoir ta présentation. Merci, merci. Donc, troisième webinaire sous la marque Ombrelle Synapse Performance. Je rappelle juste que le premier traitait des relations banque-entreprise, comment parler le langage des banquiers. Le deuxième traitait de comment booster l'engagement de vos collaborateurs, hein, avec les clés pour que les équipes soient motivées et impliquées. Et donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, on capitalise sur les savoir-faire de l'entreprise. Allez, on attaque. Donc, une petite... Hop là, hop, 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 c'est parti. Donc, petite présentation rapide de l'équipe. Nous sommes Synapse Performance. On est un pôle d'experts. On est quatre, pluridisciplinaires. On accompagne des dirigeants avec l'ambition d'améliorer la performance des organisations opérationnelles. Alors, on s'adresse tous les quatre à des dirigeants avec une sensibilité un peu différente, mais globalement toujours pour améliorer la performance des organisations. Donc, Cécile, tu veux dire un mot de qui tu es? Tu es notre experte Oui. ressources humaines multicasquette. Multicasquette RH, du coup j'ai vraiment l'expertise RH à la base. Je suis psychologue de formation et j'ai exercé pendant plus de 12 ans dans des structures transport, logistique, restauration rapide sur des postes de responsable RH et DRH. Et j'ai du coup pu accompagner différents types de structures dans ce cadre-là. Et j'ai monté mon cabinet de conseil et d'accompagnement des dirigeants il y a maintenant 7 ans. Je suis dans la huitième année. Et plusieurs casquettes, donc RH de manière générale, sur tous les process, procédures. Je travaille aussi sur la posture du dirigeant. Et je jongle entre mes différentes casquettes de formatrice, consultante et coach. Et je suis ravie d'être dans l'équipe depuis maintenant 2 ans. Ça va faire 2 ans, hein, Synapse. On est bientôt dans notre Ouais, deuxième on en année, donc dira un c'est tout chouette. petit mot juste après. Julie, tu Ouais. veux expliquer ton expertise en finance et contrôle de gestion? Merci Stéphane. Donc moi j'ai un parcours de plus de 20 ans dans l'industrie, dans des grands groupes américains cotés aux États-Unis et dans des PME de la région lyonnaise. J'ai une expertise à la base de contrôle de gestion. J'ai évolué jusqu'à devenir directrice administrative et financière et j'exerce depuis maintenant 4 ans, plus de 4 ans à mon compte en tant que DAF à temps partagé, en management de transition et en tant que consultante. C'est-à-dire que je peux accompagner des sociétés qui ont déjà une équipe financière en place, mais j'aide des équipes à monter en compétences, je les aide à revoir leurs processus, leurs outils, à réfléchir sur leur stratégie financière et éventuellement comme sparring partner du dirigeant. Voilà. Merci Julie. Alors je présente Bertha qui n'est pas avec nous mais qui habituellement complète le quatuor. Donc Bertha complète l'expertise de Julie sur une expertise essentiellement basée sur le financement, la relation avec le banquier, etc., etc. Et moi-même, donc, qui suis depuis une trentaine d'années dans les PME industrielles et logistiques avec une entreprise que j'ai créée il y a 6 ans. Voilà, j'exerce à mon compte depuis 6 ans. Synapse existe depuis 2 ans, tu l'as dit. Alors, c'est né d'une initiative, d'une relation en commun, hein, Valérie, qui n'est pas avec nous puisqu'elle a décidé de continuer sa vie pro en tant que salariée dans une entreprise, mais elle a eu le mérite de nous réunir tous. D'abord Cécile, tout de suite au début de l'aventure, très rapidement Bertha et Julie qui ont complété l'équipe. Voilà. Voilà pour cette présentation. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Je vous propose d'aborder la thématique du jour sous les angles suivants. Donc, pour parler des connaissances, il est indispensable de d'abord identifier les connaissances et les savoir-faire de l'entreprise. Ça, c'est quand même le premier point indispensable pour les garder en son sein. Ensuite, une fois qu'on les a identifiés, on va créer les conditions d'apprentissage et de transmission dans l'entreprise. Euh,
j'approfondirai un point qui est enfin, une nécessité pour moi de mettre en place une approche systémique hein, pour que ça fonctionne. Et puis une fois qu'on a tous ces éléments de, enfin des prérequis, donc il va bien sûr falloir structurer la base de connaissances et c'est à ce moment-là que je pourrais introduire l'utilisation de la vidéo comme un effet miroir et très engageant pour l'apprentissage des apprenants. Voilà. Alors, on continue. Quelques petits éléments contextuels avant de démarrer. Bon, le monde VUCA, c'est un acronyme que tout le monde utilise aujourd'hui. Je pense que c'est plus utile d'essayer de se dire que le monde est complètement incertain. Je crois que maintenant, là, on est tous convaincus de ça. C'est rentré dans nos modes de fonctionnement. Et donc, par contre, bah, évidemment, comme l'environnement de l'entreprise évolue, les changements deviennent de plus en plus dynamiques. Il faut s'adapter. Donc les métiers évoluent, hein. Il y a des métiers qui existent aujourd'hui qu'on ne connaissait pas il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. C'est en perpétuelle évolution. Les équipes changent de plus en plus vite. On a des turnovers assez importants. Là, moi, je trouve que ça s'accélère encore dans les entreprises industrielles que je fréquente. Et puis la motivation individuelle des gens, on va dire, sont assez contrastées entre les écarts générationnels, les envies des uns et des autres. Voilà, on a du mal à contenter tout le monde. Donc les savoir-faire de l'entreprise dans ce contexte bah, sont nettement remis, sont challengés. Et c'est bien ça le problème, puisque c'est sur cette base de connaissances en fait qu'on fait la singularité, la performance de l'entreprise. Donc la question du jour que je vous propose, c'est comment conserver, transmettre de manière fluide et durable les connaissances de l'entreprise. Alors, le mode classique qu'on connaît tous, c'est un apprentissage assez classique, hein. On va à l'école, on choisit une expertise, on l'apprend de façon académique. Alors bon, aujourd'hui, heureusement, on n'a pas que les salles de cours, hein. Il y a une diversification avec le e-learning. Voilà, on a aussi enfin, plusieurs formes d'apprentissage qui existent, mais on va dire que c'est une formation qui reste relativement académique. On prend des fonctions dans les entreprises, on développe son expertise, et puis du coup, on prend une valeur sur le marché. Et donc, le mode assez classique, quand on recrute en entreprise, ben, écoute, on essaye de déterminer qui on souhaite, on fait un budget. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que bah, le champion là, qui a toutes les compétences et qui aura un coût adapté, ben, on a quand même du mal à le trouver. Soit il a l'expertise et il a un prix déraisonnable, soit il est au prix et malheureusement il n'a pas les compétences et il faut le former. Voilà, donc on rajoute à ça des filières pénuriques, hein, alors notamment dans des expertises qui peuvent être techniques. Moi, je cite souvent l'exemple de la transformation de matière plastique, qui est un milieu que je connais bien. Bon, bah, il y a des écoles sur le bassin de la Plastic Valley qui est en train de fermer parce qu'on n'a plus de candidats pour entrer dans les écoles. Les experts fuient l'environnement industriel au profit de métiers voilà, complètement différents. Et donc bah, le constat, c'est que les entreprises aujourd'hui ont du mal à recruter et à conserver leurs experts en leur sein. Voilà, donc forcément, on doit s'adapter. Et la réponse qu'on peut trouver à ça, c'est de miser sur les futurs champions, c'est-à-dire les graines de champions, et les accompagner dans leur parcours de formation. Euh, voilà. Et ça met en tension évidemment les modalités de formation, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait, on dit on forme beaucoup, il y a des subventions pour ça, et parfois on s'interroge sur le résultat qu'on obtient. Donc, évidemment, cet accompagnement, cette montée en compétences, elle doit se faire dans un contexte un tout petit peu différent que celui qu'on a connu jusqu'à maintenant. Voilà, donc on est sur une nécessité de changer le modèle. Voilà, j'ai écrit quelques termes, des amours de la formalisation. C'est vrai que les jeunes qui rentrent aujourd'hui dans l'entreprise, ils ont accès à des technologies.
c'est beaucoup plus informel. On leur dit quelque chose, le premier réflexe, ils vont vérifier sur TikTok si c'est vrai. Enfin voilà, on change de mode de fonctionnement et donc on doit s'adapter. Je continue avec quelques principes avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh, En fait, on apprend au travail, mais pas comme on le croit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rentrer dans une salle de classe pour apprendre. En fait, 70% des apprentissages, en fait, viennent de la pratique. Voilà. 20% viennent de l'interaction qu'on peut avoir avec des gens, des pairs, des experts, des collègues. Et on peut dire que seulement 10% vient d'une formation classique. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il faut supprimer la formation classique, mais je dis qu'elle doit absolument s'accompagner de pratiques, d'expérimentation sur le terrain. Voilà. C'est comme ça qu'on va ancrer la compétence dans l'entreprise. Une autre évidence, ça c'est une formule mathématique, mais bon, qui n'a rien de mathématique. Elle dit simplement cette formule que bien sûr, la performance individuelle, la connaissance intrinsèque de l'individu, l'expérience, le vécu de la personne est importante, mais tout ça sert à rien si on n'a pas quelqu'un en face de nous qui a une attitude, une motivation et un engagement avéré. Voilà. C'est un multiplicateur, donc si on multiplie par zéro, tout ce qu'on a avant sert à rien. Donc c'est vrai que c'est un prérequis d'avoir des gens qui soient motivés pour apprendre. Voilà, j'enfonce quelques portes ouvertes, mais c'est pour contextualiser. Alors, on arrive sur la première nécessité qui est d'identifier les savoir-faire. Et alors, depuis quelque temps, l'accès à la technologie nous autorise finalement à gaver, j'ai envie de dire, les systèmes d'information de connaissances. Donc, on est dans cette démarche-là où on pense que l'IA va nous permettre de nous aider, hein. Donc, alors moi, je suis un fervent défenseur de la technologie et de l'IA, mais je dis qu'il faut l'utiliser à bon escient. Et sur cette partie-là de l'identification des savoir-faire, ben, je considère qu'on reste sur un processus qui est 100% humain, avec des méthodes claires. Voilà, donc ça peut être des 360, des interviews. Moi, je vais vous parler plutôt de la vidéo après. Et c'est ça qui va faire la qualité pour l'identification des savoir-faire. En fait, si on n'a pas quelque chose de processé, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est quand quelqu'un part et transmet ses connaissances à quelqu'un, en fait, il lui transmet que 40% des connaissances. Euh, Pourquoi? Parce que l'expert lui-même a du mal à identifier ce qui est important à transmettre. Souvent, on confond compétences et connaissances, c'est-à-dire qu'on va vraiment expliquer le b.a.-ba de la fonction. Voilà, pour faire ça, tu fais ça. Mais on va oublier tout ce qui peut être enfin, lié au vécu, lié à l'expérience. Alors, déposer une feuille, il y a plusieurs façons de déposer une feuille. Donc, si on fait en pliant les bords, ça marche. Si on fait sans plier les bords, ça marche pas. Euh, L'expert qui a réparé une fuite à un endroit, c'est documenté nulle part. Évidemment, le jour où il part, il pensera jamais à expliquer qu'un jour il a réparé une fuite à cet endroit-là. Donc, toutes ces connaissances qui sont un petit peu informelles, bah, quand l'expert s'en va, la connaissance disparaît. Donc, pour récupérer tout ça, il faut faire appel à des processus d'identification, un type 360, diagnostic, voilà, qui permettent de vraiment identifier bah, les vrais savoir-faire de l'entreprise et ceux qu'il faut absolument, enfin, ceux qui sont critiques et ceux qu'il faut absolument garder dans l'entreprise. Vous avez le droit d'intervenir quand vous le souhaitez, si vous en avez envie, hein. Et c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais s'il y a des questions, des remarques, n'hésitez pas dans le chat, je me ferai la petite voix, ou alors prendre la parole, hein, parce qu'on est en petit comité, c'est jouable aussi sans Euh, problème. je serais content d'échanger avec vous plutôt que d'être dans un monologue. Euh, donc, une fois qu'on a créé cet inventaire des connaissances et qu'on sait sur quoi il faut capitaliser, le sujet suivant est de créer les conditions d'apprentissage dans l'entreprise. Alors c'est là où on est dans un changement assez brutal par rapport à ce qui existait avant, c'est que aujourd'hui, il faut considérer que l'apprenant, c'est vraiment le sujet principal
de la formation, c'est-à-dire qu'on renverse un peu les rôles. Le formateur qui était le sachant et qui diffusait une connaissance, aujourd'hui, il doit être à disposition de l'apprenant, l'écouter, créer les conditions favorables de l'apprentissage. Enfin, il doit faciliter l'apprentissage de la personne. Et il n'y a pas un seul mode de formation qui est la salle de classe, l'amphithéâtre ou les choses comme ça. Vraiment, il faut s'adapter à ce que l'apprenant a envie de faire, hein, réellement. Euh, L'apprentissage, c'est pas quelque chose qui se décrète, ça se cultive. C'est-à-dire que euh, en fait, on est obligé d'apprendre dans l'action aujourd'hui. C'est-à-dire que, bah oui, donc il faut accepter le droit à l'erreur, il faut faire du feedback à l'apprenant quand il se trompe, quand il réussit. Il faut le faire réfléchir. Donc c'est ce qu'on appelle la réflexivité. Donc là, il y a une méthode quand même qu'on appelle l'AFEST qui est particulièrement adaptée à ce mode de fonctionnement, hein. L'AFEST, c'est une action de formation en situation de travail. Et donc c'est vraiment basé sur cette théorie de donner un savoir, laisser l'apprenant expérimenter, le laisser se tromper, lui donner un retour, le faire réfléchir sur les conditions dans lesquelles il a pris. Et franchement, enfin, donc Alexandra et moi, on est quand même actifs sur cette façon d'enseigner les connaissances dans les entreprises et on sait très bien que l'ancrage de la connaissance, elle se fait vraiment dans cet environnement de travail. L'approche systémique, je vous en ai parlé. Pour moi, la transmission de l'information dans l'entreprise n'est possible que si une multitude de facteurs sont mis en place. Alors j'en ai cité quelques-uns, j'en ai peut-être oublié, mais en tout cas, il faut que ce soit dans la stratégie de l'entreprise. Il faut que le management soit convaincu que la formation, c'est bien et que c'est pas une perte de temps. Il faut un processus robuste qui permet d'identifier qui a fait quoi, quels sont les besoins, etc. Évidemment, il faut des outils. Donc, c'est là où l'IA intervient. Évidemment, plus les outils sont sophistiqués, plus l'apprentissage peut être simple et facilité. Il faut un accès à des espaces, que ce soit un espace-temps, un espace dans l'environnement, pour qu'on on crée les bonnes conditions pour que les apprenants apprennent. Des fois, on dit dans les entreprises, allez-y, apprenez, vous avez le droit. Mais quand la personne est dans son quotidien, sans espace, ni de temps, ni de... Bon, bah, au final, on se rend compte que malgré l'injonction de faire, la personne ne prend pas le temps de se former. Donc, il faut qu'il y ait une culture, il faut qu'il y ait des valeurs dans l'entreprise. Et bien sûr, il faut aussi qu'il y ait des standards, qui soient la référence écrite, ou en tout cas accessible de quelles sont les bonnes façons de procéder dans l'entreprise. Donc bon, pompeusement, on peut dire que ce sont les quelques principes qui font que l'organisation devient apprenante. Bon, c'est pas les seuls, mais en tout cas, c'est des conditions essentielles pour que le savoir se transmette dans l'entreprise. La transmission, c'est pas une évidence. Euh, Moi, j'ai participé à une action dans une entreprise il y a 2 ans sur un métier qui est hyper spécifique, c'est la fabrication d'aérosols. Donc, on part de petits, d'un bout de matière, hein, et puis 9 opérations plus tard sur une ligne très automatisée, ça devient un aérosol. À un moment, cette entreprise, à une époque, elle avait une école-usine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas un apprenti qui commençait à travailler sans passer 2 ans dans l'école-usine. Évidemment, tout ça a disparu pour des questions budgétaires. Et un jour, pour continuer de transmettre la formation, ils ont décidé de récupérer tous les meilleurs experts de la production et de les mettre dans une cellule formation interne. Bon, et, bonne intention et au final, le fiasco, puisque en fait, ces gens-là, ils n'ont pas du tout structuré l'action de formation, se sont retrouvés à jouer le rôle de pompier, puisque finalement, en production, il restait des gens un petit peu moins expérimentés qui avaient besoin d'aide. Et en fait, ils faisaient appel à cette cellule formation uniquement pour gérer les réglages en urgence, les problèmes, les non-conformités. Et moi, quand je suis intervenu, j'ai récupéré ces gens-là dans un état de démotivation avancé. Ils attendaient plus qu'une chose, c'était la retraite. Et bon, ils ont fait un constat d'échec en disant qu'en gros, ouais, qu'ils n'avaient pas eu les conditions pour faire monter en compétences tous ces jeunes. Voilà, et le projet, finalement, a été un échec. Donc là, retour en arrière, on remonte l'usine école, etc. Mais là, on peut dire
on a gâché quand même un peu de budget sur cette opération-là. Donc c'est ce que ça veut dire. On pense toujours que les anciens vont former les jeunes. Oui, si on crée les conditions, si on crée les conditions pour que ce soit possible. Alors, une Justement, fois que les tout ça est conditions, dit, du coup, ben, t'en parles? Est-ce que du coup, je pose mes pardon, questions? Les excuse-moi, conditions, du coup, justement, les conditions d'apprentissage, parce que tu dis effectivement, faut les créer. Comment tu les décrirais? Parce que t'as justement, sur l'exemple que tu donnes, qu'est-ce qui a permis de switcher ou en tout cas de faire le constat que les bons ingrédients n'étaient pas forcément au rendez-vous? ben là, l'entreprise, elle a fait ses constats, si tu veux, et puis moi, le projet, pour moi, il s'est arrêté. Donc là, je pense qu'ils sont en pleine refonte du projet. Mais par contre, oui, enfin, je veux dire que les principaux axes, quand même, c'est que c'est pas qu'une histoire d'envie, c'est-à-dire qu'il faut quand même il faut que la direction pousse les sujets, comme d'habitude, hein. C'est-à-dire que quand c'est pas, quand l'exemplarité au niveau management n'est pas là, bon, ben voilà, déjà, ça, c'est un premier point. Le processus et les outils, on va être plutôt sur la méthodologie, les conditions de le faire. L'espace-temps, ça c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de se former si on lui dit tu fais ça le dimanche matin. Enfin bon, il y en a hein, qui vont choper ce challenge-là et ça leur conviendra comme ça. Mais la plupart des gens, ils ont besoin d'espace-temps dans leur contrat de travail voilà, pour apprendre sur le lieu du travail. Voilà. Et puis les standards, c'est le dernier point, c'est celui-là que je vais développer un peu plus, puisque l'utilisation de la vidéo, c'est là qu'on va, enfin, les outils, les standards, voilà, c'est comme ça qu'on va finir le webinaire ensemble. Mais donc voilà, j'ai pas prévu d'en parler plus que ça. Il faudrait une heure de plus, je pense, pour Ouais, carrément. Bah, ça fera parler un de autre sujet, ça, l'organisation Stéphane. apprenante. Non, voilà. Merci. Donc le structure de la base de connaissances, je vous ai mis ce petit graphique, c'est pas pour faire un cours sur le total Toyota Production System, mais c'est pour vous dire que ça date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les principes même de l'amélioration continue, hein, qui a été donc créé par les Japonais sortis de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont ancré le fait que les standards étaient dans les fondamentaux de tous les processus d'amélioration continue de l'entreprise. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils ont construit leur système. Donc les standards, ils sont multiples. Là, je vous ai mis quelques exemples de ce qu'on trouve dans les entreprises. La plupart du temps, on a des documents, hein. Alors, ils ne sont pas toujours hyper sexy. Là, on peut trouver des documentations. C'est souvent écrit en français, c'est souvent du texte, c'est souvent des dizaines de pages, c'est souvent sale quand c'est dans des environnements de production. Enfin, voilà, ça, c'est le document classique qu'on fournit comme support, hein, comme procédure, comme fiche de réglage, enfin voilà, tous ces éléments-là. Dans beaucoup d'entreprises, le standard, c'est encore le petit calepin que le régleur va garder dans sa poche. Donc là c'est encore un peu plus problématique parce que quand l'expert part avec son calepin, ben, en fait, il part avec ses connaissances. Et puis récemment, on a l'IA qui nous abreuve de support. Voilà, donc là, il y a un peu de tout, mais on peut parler à son téléphone, voilà, on a vraiment une multitude de façons d'enregistrer du standard. Donc moi, je vais me focaliser sur celui-ci, là, celui qui est donc plutôt un support écrit, il peut être digital, hein, bien sûr, et du coup, moi, je vais vous proposer, pardon, d'utiliser la vidéo. Alors, euh, encore une fois, je décris le monde actuel. On a souvent des prescripteurs, hein, des sachants dans des bureaux d'études qui vont réfléchir à un produit, à un process et qui vont, eux, définir exactement les conditions dans lesquelles ça doit se faire. Ils confient le bébé à souvent des services méthodes, à des services de production qui vont être en charge donc de décrire ça dans des documents, de faire les formations, etc. Puis après, vous avez les gens sur le terrain qui sont les opérationnels et qui vivent la vraie vie dans le vrai monde. Bon, là, je pense que je vais surprendre personne pour dire que ces trois cercles sont malheureusement pas exactement superposés
et que quand le prescripteur arrive en production, souvent il lève les bras au ciel en disant punaise, mais ça fait 10 fois que je te dis que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si tu fais ça, tu mets à risque la qualité du produit, etc., etc. Donc l'idée d'utiliser la vidéo, c'est que encore une fois, on renverse complètement le processus et on commence par filmer ce qui se passe sur le terrain. Et c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir discuter de comment rédiger le mode opératoire, discuter si c'est oui ou non en conformité avec la prescription. Voilà. Et du coup, on a un effet un petit peu magique de la vidéo qui fait on va réaligner en quelque sorte les différents cercles. Euh, la vidéo, elle a cet effet magique de vraiment impliquer les collaborateurs. Et pourquoi? Parce que ça les met en scène et ça met en évidence la réalité. Alors, je peux vous donner des exemples. Alors, quand on arrive avec ce projet, on n'a jamais de volontaire, hein. C'est-à-dire qu'au début, personne, on est dans l'industrie, là, il faut réveiller un petit peu la participation, l'engagement des gens. Donc, quand je propose de travailler comme ça, spontanément, tous les experts baissent la tête et ne veulent pas être filmés. Par contre, quand on arrive à mettre en évidence les premiers films, enfin les premières actions, et que donc là, il y a la découverte de ce qui se passe vraiment en réalité, c'est-à-dire que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, l'expert n'a pas conscience de ce qu'il fait réellement dans le quotidien. Dans les exemples les plus marquants, j'ai une fois un expert qui a découvert qu'il avait, quand il faisait une gestuelle, il avait le bras qui passait à quelques centimètres d'un outil coupant. Et donc, il dit, voilà, mais là, je suis en train d'apprendre à des gens, finalement, une façon de faire qui les met en situation d'insécurité. J'ai une autre personne qui, franchement, passait la moitié de son temps à récupérer des inserts métalliques dans un grand bac qui était posé derrière elle, et vraiment, elle plongeait dans la caisse, quoi. Et ça, elle n'en avait pas conscience non plus. C'est-à-dire que quand elle s'est vue, elle dit, mais c'est pas possible, ça, on peut pas faire ça. Donc, une fois que, une fois que la confiance est là, que l'observation se fait et qu'on crée les conditions de discussion, bah là, par contre, on a du mal à arrêter le projet. C'est-à-dire que là, les gens, ils sont dans la salle, ils sont intarissables sur les idées, sur les... Voilà. Et quand on a réussi ça, en fait, on a utilisé la vidéo comme déclencheur euh, de discussion et vraiment c'est très engageant pour animer un groupe de travail. Stéphane, je ne sais pas Ouais. si tu m'entends, je me Oui, permets oui. d'intervenir. Bonjour, c'est Fabrice. Salut Euh, Florent. je- En fait, dans le cas de la vidéo, pour moi, Ouais. clairement, c'est plus au niveau de la production, si je comprends bien. Par exemple, si je veux faire une transmission de connaissances ou mettre en place des procédures, etc., ou on va dire formaliser un peu certaines choses et les mettre sur le papier, ou peu importe. Par exemple, au niveau du BE avec des ingénieurs, ça va être un petit peu plus compliqué. Je sais pas, quelle est ton expérience là-dessus? Oui, alors tu as tout à fait raison, j'aurais dû le préciser effectivement dans les éléments de contexte. Quand on est sur un savoir-faire plutôt théorique de management ou enfin sur des personnes d'un certain niveau, là il faut plutôt récupérer des connaissances de type cognitif, quoi. Voilà. Donc là, on va plutôt utiliser des diagnostics qui sont plutôt de l'ordre du 360, l'interview, etc. On va faire parler l'expert pour récupérer son savoir et coucher ça sur, après, différents types de standards. Effectivement, la vidéo, c'est quand même pour mettre en évidence une gestuelle. Là, tu as tout à fait raison. Moi, je l'utilise vraiment dans des environnements de production. Enfin, à chaque fois, oui, à chaque fois qu'il y a de la mise en œuvre de produits. Oui, ça, c'est tout à fait exact. Ouais. Ouais. Ouais, si tu filmes quelqu'un à son bureau en train de travailler sur son PC, tu vas malheureusement pas apprendre grand-chose. Ouais. Tu as non, tout à fait raison. Merci. La vidéo, tu sais, au début, c'était plutôt utilisé dans un environnement technique, c'est-à-dire que quand on faisait une amélioration de process, on allait filmer le process dans l'état existant. Alors, c'était caméscope, hein. Ensuite, on découpait le film ligne par ligne, on remplissait un fichier Excel avec toutes ces lignes et on se disait, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, quand on travaillait avec un groupe à ce moment-là, si tu veux, ben, tu en avais un qui disait, est-ce qu'on peut revoir tel moment? Bon, alors il fallait retrouver la scène dans le caméscope, je te dis pas, là, on perdait tout le monde, hein.
Donc là, heureusement que les outils actuels nous permettent de rendre la relation beaucoup plus active avec les gens. C'est ça qui fait qu'on les engage, sinon on les désengage, quoi. Et donc, on travaillait beaucoup sur des process, donc des temps de changement de série, des mises en ligne. Enfin voilà, le début a vraiment été orienté comme ça. Et en fait, à la fin de ce travail-là, quand on a commencé à exporter ce qu'on avait fait dans le projet pour construire des standards, en fait, les entreprises ont dit, mais moi, votre truc là, la vidéo, je veux vraiment l'utiliser pour mettre en forme du standard, pas que travailler sur la phase d'amélioration continue. Donc aujourd'hui, c'est devenu un outil très global. On fait des projets d'amélioration continue et on finit par exécuter le standard qui va servir à la formation des gens. Mais on est effectivement sur des actions opérationnelles, quoi. Ça peut être des Ça, machines, ça peut être des hommes, mais voilà, c'est c'est... intéressant. Excuse-moi, je te coupe à nouveau. C'est intéressant. Moi, je le vois à mon niveau. Parce que non seulement on peut s'en servir en interne, mais on peut aussi s'en servir auprès de nos clients. Par exemple, nous qui faisons de la maintenance ou Ah de oui. l'installation chez les clients, justement, filmer nos collaborateurs qui montent quelque chose comment dire, un process bien défini. Derrière, on le filme et on le soumet à nos clients au moment de l'installation et ils peuvent être autonomes pour le coup. Ouais, tu sais, la maintenance, c'est un excellent exemple parce que il y a des maintenances préventives qu'on fait dans les entreprises, mais qui peuvent être réalisées à des fréquences. Des fois, c'est tous les 5 ans, des fois, c'est tous les ans, des fois, c'est tous les 10 ans. Bon, ben là, si tu n'as pas documenté un petit peu la façon de faire l'opération, le petit jeune qui se trouve devant la machine au moment où tu lui demandes de faire le truc, forcément, il repart de zéro. Enfin, voilà. Et donc la vidéo, pour se remettre dans, enfin, pour digérer de façon simple un process, évidemment, il ne faut pas qu'elle fasse 3 heures, parce que si tu lui dis va t'asseoir, tu reviens dans 3 heures quand tu as regardé le film, bon, ça, c'est pas terrible. Donc il faut vraiment découper le process de manière à ce que on ait accès à l'information tout de suite sur la problématique observée. Voilà, si on arrive à faire ça, on est dans une interface on va dire, séduisante entre qu'est-ce que je dois faire, je regarde mon petit film, j'exécute, voilà, je recommence, etc. On a même des, tu sais, les lunettes virtuelles, enfin, il y a tout un tas d'outils aujourd'hui qui peuvent appuyer ça. Moi, je reste concentré sur la vidéo, mais il y a des outils assez fantastiques aujourd'hui qu'on peut mettre en œuvre pour faciliter le travail des techniciens, des opérateurs, etc., etc. Je termine là-dessus, mais j'ai même une entreprise d'électricité industrielle qui m'a dit, mais nous, toutes nos documentations techniques, plutôt que d'écrire 300 pages de texte, pourquoi on ne ferait pas un support avec un espèce de mixte, des plans, des explications vidéo, enfin voilà, ils se rendent compte que il faut rendre un peu plus digeste tout ça, quoi. Alors pour rester, là je vais rentrer dans la solution que j'utilise, mais c'est qu'un exemple parce que évidemment, si on a encore un caméscope, si on a encore Excel, enfin ce que je dis là peut se mettre en œuvre. Moi, pour faciliter mon travail, j'utilise un logiciel qui est disponible sur le marché, alors qui a aucune intelligence dedans, c'est-à-dire que l'intelligence, c'est celui qui tient la souris. Mais par contre, c'est clairement facilitateur dans l'interaction avec les gens, parce qu'il faut quand même se rendre compte que quand on a une vidéo à l'écran, qu'on a 6 ou 7 personnes en face de nous, qu'on discute euh, d'un sujet technique, bon, il faut quand même une certaine agilité pour tout capter, mettre en forme le truc. Donc si, pour moi, le caméscope, tous ceux qui ont pratiqué Caméscope Excel, quand je leur montre cette solution, ils adoptent immédiatement. Là où c'est plus compliqué, c'est dans l'entreprise parce que, encore une fois, ce qui fait échouer comment dire, le projet, c'est souvent que c'est l'approche systémique, c'est-à-dire que s'il n'y a pas dans l'entreprise des gens dont c'est la mission de faire ça, bon, bah, ça marche pas. C'est-à-dire si on dit à quelqu'un, tu feras ça le soir quand tu as fini ta journée de travail, c'est mort. Des échecs, j'en ai connus hein, dans des boîtes. Enfin, on a fait les premiers modes opératoires et puis ils sont super contents. Puis on leur dit, hop, maintenant c'est à vous de jouer. Et malheureusement, bah, ils prennent jamais ils prennent jamais l'ampleur de la tâche. Donc, j'insiste, il y a vraiment ce qu'on va évoquer maintenant, qui est l'outil et la façon de faire, mais n'oubliez pas tout ce qu'on a dit en amont sur les approches systémiques et les conditions de succès de ces méthodes-là.
Donc, si on veut utiliser la vidéo, enfin, c'est assez simple, hein. Il faut déjà se doter d'outils, bon, caméra, quoi, tout simple. Donc là, les caméras, il y en a des dizaines et des dizaines. En fait, en fait, le film est une composante hyper importante, hein, dans ce standard-là. C'est-à-dire que, évidemment, il faut capter ce qu'on a envie de capter, ça c'est le premier truc. Donc il faut choisir le bon matériel. Des fois, on fixe la caméra sur le ventre, sur la tête, des lunettes, enfin bref, en arrière-plan. Donc voilà, il faut se débrouiller pour capter. À peu près 100%, on n'y arrive jamais, mais on va dire, allez, 90% de ce qu'on veut capter. Euh, Ensuite, il faut préparer l'entreprise. Moi, ça m'est arrivé de mettre un film à la poubelle parce que au détour d'un film, on voit quelqu'un qui fume en cachette. Bon, voilà, je cite pas de nom, bien entendu. Ou quand on est en train de filmer, tout le monde arrive à 2 mètres, hein, coucou, super. Donc à chaque fois, la personne tourne la tête, dit coucou. Donc quand on est sur un standard, ça fait pas hyper sérieux. Bon, donc il y a plein d'exemples comme ça qui amusent, mais qui font quand même, qui montrent il faut être dans une approche structurée pour faire un film. Il faut aussi choisir l'expert qui fait référence, parce que si on filme celui qui emmerde tout le monde à longueur de journée, autant dire que quand on va voir la personne sur le mode opératoire, on n'aura qu'une envie, c'est de se dire, ah, c'est encore lui, je passe à la suite. Donc il faut que le film soit créé dans des conditions acceptables et que l'expert qui soit sur la vidéo fasse référence dans l'entreprise. Voilà, tout ça, c'est des tout petits trucs, mais ça, je l'ai appris en me cassant la figure sur différents projets, hein. Voilà. Donc le film, c'est une composante hyper importante, c'est l'acquisition de données en quelque sorte. Ensuite, on met tout ça dans le PC, donc dans le logiciel là, en question qui s'appelle Calcaré, hein, je peux le citer, c'est l'entreprise K-Process. Moi, je travaille avec eux depuis plus de 20 ans, donc voilà, on a appris à bien se connaître. Donc, vous avez un exemple là sur la partie centrale de l'écran, j'espère que c'est visible, mais en gros, c'est les vidéos qui sont insérées dans le logiciel et là, on peut rentrer dans. Donc, on commence par découper l'existant de façon assez précise avec les termes de l'entreprise. Euh, des fois, il y a une façon de faire le matin, une façon de faire l'après-midi, une façon de faire la nuit. Donc, on réaligne un peu tout le monde sur c'est bien ça l'existant, hein, ça, c'est le premier truc. Et une fois qu'on a notre découpage, on va dire notre scénario initial, et bien là, on peut commencer. Alors, soit tout est bon. Alors ça, c'est ce que tout le monde croit quand on commence à faire des modes opératoires. On dit on filme, on découpe et on sort un standard. Sauf qu'à chaque fois, quand on a fini le découpage, les experts nous disent, oui, mais attends, on va pas faire un mode opératoire comme ça, il y a tout ça à améliorer. OK, donc on commence par initier une réflexion et là, on rentre dans le monde virtuel, on simule tout un tas de pratiques qu'on peut faire, alors avec, sans investissement, à une personne, à 2 personnes, à 3 personnes. Enfin voilà, on peut triturer la donnée dans tous les sens, on peut projeter des gantes, comparer la cible à la réalité, hein. Et une fois qu'on arrive sur un scénario virtuel qui nous paraît adapté, on le met en situation réelle, on refilme la situation réelle, on importe cette nouvelle vidéo dans le logiciel pour vérifier que l'estimation est conforme à la réalité, hein, toujours pour être sûr que ce qu'on prescrit est réalisable. Et une fois qu'on a fait ce travail-là et que le groupe est d'accord sur le film définitif, le scénario de validation, eh bien, on l'exporte dans un mode opératoire, alors qui peut prendre plusieurs formes, hein, mais on peut dire qu'à chaque fois qu'il y a une action, euh, eh ben, on associe soit une photo, soit une vidéo. Autant la vidéo, je trouve qu'elle est utile dans tout le parcours de préparation, d'amélioration, de création des scénarios virtuels, autant je ne suis pas fan de mettre de la vidéo à toutes les lignes du mode opératoire. Déjà parce que ça alourdit les données, et puis il y a des actions hyper simples qu'on peut soit décrire par une ligne compréhensible par tout le monde, soit par une photo. Voilà, la vidéo est vraiment là pour mettre en évidence des éléments qu'on ne peut pas capter autrement. Hein, ça c'est important pour ne pas faire exploser la capacité de stockage, la capacité de stockage de l'entreprise. Voilà, donc après, l'accessibilité à tout ça, bon, bah, ça peut être des PC, ça peut être des tablettes, enfin, ça peut être des lunettes, enfin voilà, on peut imaginer tout type
tout type de moyens mis à disposition des entreprises pour rendre accessible le standard dans l'environnement de travail. Ça, c'est important parce que s'il faut retourner au bureau pour ouvrir le classeur, on n'est pas sûr que c'est la dernière, enfin, la dernière mouture qui est la bonne, etc. Enfin bon, là, on perd un temps fou et donc du coup, les gens ont plus le réflexe d'aller voir ce qu'il y a dans le standard. C'est un peu ça le problème dans les entreprises. C'est même les entreprises qui ont des standards bien écrits, souvent ils font pas référence dans l'entreprise parce que les gens ont tout dans la tête ou dans le calepin, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Donc il y a le travail méthodique, il y a l'utilisation de la vidéo, mais je reviens toujours à la mise en place du système qui fait que tout ça va vraiment être utilisé par les gens, va être une référence, etc., etc. Et je vais même finir là-dessus en disant que pour l'ancrer vraiment, le mode opératoire peut aussi servir d'audit, enfin, d'évaluation des compétences. Voilà, on peut aussi se servir de ça pour vérifier que un tel a bien acquis la compétence. Est-ce qu'il faut le former sur autre chose? Enfin voilà, si on vraiment on boucle la boucle de l'identification du problème jusqu'à l'évaluation de la compétence et la transmission, bah, c'est dans ces conditions-là qu'on a une chance de faire circuler l'information. Et la vidéo, là, dans ce cas-là, vous l'avez compris, est qu'un support technique qui permet voilà, qui permet donc finalement de faire participer les gens activement sur l'amélioration de leur processus et d'avoir une référence vivante dans l'entreprise. Je précise qu'un standard, il est pas figé dans le temps, hein. C'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui, il est possible que dans 3 mois, on le remette en cause. Donc, à nouveau, le système se met en route. C'est une autre erreur qu'on voit beaucoup. Et avec l'IA, c'est un peu le problème. C'est quand on dit à son téléphone, c'est comme ça que je fais. Bon, ben, comment on remet en cause ça? Comment on valide que c'est bien ça qu'il faut faire? Enfin, donc là, moi, ce que je propose, c'est que enfin, tous les aléas, toutes les évolutions process voilà, doivent challenger le standard existant. Et bien entendu, dans les cas où il faut le remettre à jour, eh ben, il faut le faire. Et donc, du coup, il faut rediffuser l'information. Enfin, voilà, c'est vraiment challengeant de rendre ça vivant, finalement. C'est ça le plus important dans la transmission des connaissances. J'ai parlé vite pour être sûr de tout dire, mais au final, je suis essoufflé, mais je crois que j'arrive au bout, presque. Ouais, parce qu'après, on est dans la partie. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on discute d'un point en particulier. Déjà, merci pour la présentation, c'était super clair et dans le timing. En plus, on s'était dit qu'on se laissait une dizaine de minutes de questions-réponses, donc c'est Ouais, c'est vraiment toujours mieux. Après, c'est vrai qu'on est en petit comité, donc c'est les questions parfait. ont été Oui, posées ça permet en cours de route. quand même de faire le point et ça va aussi un peu plus. Moi, j'ai pas spécialement de questions. Je me dis, c'est dommage, Stéphane, que tu devrais nous le faire en interne, ça. Volontiers. Je pense Ouais, que du coup, je vais leur passer le replay. Non, tu mais peux. c'est très intéressant parce que moi, ça me parle quand même beaucoup. Et surtout, de mon point de vue, ce qui est intéressant, c'est que là, on le prend tu vois, par un biais qu'on n'a pas forcément le temps de prendre quand justement on est dans l'action. Et Mm. de prendre, enfin là, c'est plutôt sur le webinaire au complet, mais la thématique quand même me parle et cette prise de recul. Et par rapport à ce que tout à l'heure, Fabrice, vous disiez sur l'utilisation de la vidéo et notamment sur la production, moi, je me disais la vidéo aussi en animation de réunion sur toute la partie management. Tu vois, de aussi se dire que peut-être que cette vidéo, si on filmait des temps, et pareil, là, je fais le lien avec ce que nous, on connaît, hein, mais de se revoir derrière et de voir comment on a animé et le langage non verbal des gens, en tout cas, ce qui s'est passé, ça peut être aussi, je pense, une manière intéressante. Euh, Enfin, à réfléchir, mais moi, je me disais, tu vois, ce serait peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'on teste chez nous, quoi. Déjà. Ouais, ouais, c'est sûr. Dans le management, enfin, dans le sport, enfin, la vidéo, c'est utilisé, évidemment. Donc ça, c'est sûr que tu as raison. Dans tous ces sujets-là, c'est bien. Moi, j'imaginais aussi utiliser l'IA une fois qu'on a les bons gestes et les mauvais gestes. Mm.
Bon, bah, après, une fois qu'on a ça, à la fin du fin, on peut utiliser des outils hyper performants on peut imaginer enfin, filmer quelqu'un et tout de suite, il s'auto-corrige sur des postures, sur des risques qualité, sur des choses comme ça. Donc on peut vraiment imaginer beaucoup de choses à partir de ça, mais ça, c'est possible que si les fondations sont correctes et si on accepte de toujours être en évolution permanente sur son standard. C'est ça qui est compliqué, c'est que c'est vraiment cette méthode d'amélioration continue. Là, on revient un petit peu aux sources et aux principes de la méthode d'amélioration continue, et c'est ce qu'on rate un peu aujourd'hui dans les entreprises. Moi, j'arrive à dire aujourd'hui que cette méthode-là, je refuse presque de la mettre en place dans des entreprises qui ne sont pas structurées pour perpétuer la démarche, parce que sinon on donne envie, et puis finalement après on donne envie, puis on décourage les gens en disant ouais bon bah finalement son truc ça marche pas mieux que le reste, mais finalement c'est pas ça qui marche pas, c'est la façon dont on le met en œuvre, comme souvent. Et Et oui, pardon. non, je t'écoute. Allez-y, Alexandra. Non, et c'est ce que, enfin, du coup, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, dans le sens où on sait hein, derrière souvent que c'est pas pris en main par l'entreprise, mais toi, dans ta vision, aujourd'hui, ça, tu vois, qui doit réellement le prendre en main? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un petit bout de partout parce que ça concerne plusieurs services, mais le pilote et le garant de tout ça, pour toi, c'est qui? Bah, on a dit tout à l'heure que la direction doit vraiment soutenir la démarche, ça c'est obligatoire, mais c'est pas eux qui vont être acteurs, on est d'accord. Mais par contre, c'est quelque chose qu'ils prennent en compte dans la stratégie, dans les valeurs de l'entreprise. Voilà. Et ensuite, ce que je trouve aujourd'hui, le plus facile à faire, c'est quand il y a un service amélioration continue. C'est ça qui est le plus proche euh, enfin, dans les pratiques, dans les façons de faire, c'est eux qui ont les méthodes, on va dire, les mieux alignées avec ce qu'on propose là. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de définir des choses, en cas d'aléa, de faire des analyses d'aléa, de revenir sur le standard. Enfin voilà, c'est vraiment les services amélioration continue. Quand ils existent, moi je suis assez serein là-dessus. Après, quand ils n'existent pas, il faut des équivalents. Ça peut être des services méthodes, des fois qu'on la fonction, ça peut être pourquoi pas la maintenance, quand il y a des gens qui sont spécialisés dans l'amélioration continue, on le voit aussi, voilà, mais c'est plutôt des fonctions comme ça. Il Mais faut une Ouais, expertise, il faut une expertise technique parce qu'il faut utiliser dans le mode opératoire les termes utilisés dans l'entreprise. Ça, c'est important pour que les gens s'y retrouvent sur les postes de travail. Donc, quelqu'un qui serait vidéaste et qui se lance dans un truc comme ça, bon, voilà, il lui manquerait quand même peut-être la compréhension des pratiques industrielles, des choses comme ça. Mais voilà, bon, c'est pour ça que je mise plutôt sur les fonctions que je viens de citer, là. moi, si je peux me permettre de compléter, au-delà de dire qu'il faut que ça soit soutenu par la direction, moi, je dirais qu'il faut qu'il y ait un sponsor au CODIR. Et un sponsor Ah oui. qui soit quelqu'un qui soit reconnu par la direction, enfin par la tête de la société, qui soit soutenu par le dirigeant, et qu'on sache que ce projet fait intégralement partie de la stratégie de la société, parce que sinon le risque c'est que ça passe après beaucoup d'autres choses en termes de priorité, et exactement ce que disait Stéphane, ça suscite des espoirs déçus, et ensuite bah, ça va jouer sur la motivation des gens. hmm. On est sur la promesse non tenue, rompue, et c'est dommage parce que c'est un fort facteur d'engagement de progrès, de qualité. Moi, je suis financière, mais je viens d'environnement industriel. J'ai été formée à l'amélioration continue. J'ai été pilote d'amélioration continue aussi, de cellule d'amélioration continue. Pardon. Et je sais que la pire des choses, c'est une direction qui dit, bon, faites de l'amélioration continue, mais après les 75 autres priorités. Hmm. Ça marche pas. Donc, il faut aussi que le sponsor soit quelqu'un qui soit capable de faire le lien avec tous les sujets au quotidien, enfin, pas tous, avec un certain nombre de sujets au quotidien de l'entreprise, pour que chacun prenne bien conscience de l'importance de ça. Enfin, corrige-moi si tu trouves Non, non, que mais je tu as me trompe, raison. Stéphane, Non, mais non, c'est ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit identifié responsable de ça, qui le porte en délégation du dirigeant. là, on est sur les prérequis, c'est sûr. Après, je pense qu'Alexandra, tu disais plutôt qui est Ah, pardon. non, mais Ouais, c'est c'est intéressant, hein. complémentaire, mais Non. qui est l'artisan de ce projet-là? C'est là où je Ouais. reviens sur le service amélioration continue. C'est eux qui vont être
chefs de projet voilà, qui vont diffuser ça. Il peut y avoir une formation interne sur qui s'appuyer, évidemment, pour diffuser les nouveaux standards, mais celui qui drive vraiment l'action, c'est ceux qui ont une fonction d'amélioration dans l'entreprise, d'amélioration continue dans l'entreprise. Mais en fait, merci Julie pour votre rapport, parce que ce que vous dites, j'en suis convaincue pour le coup. Et après, Stéphane, tu sais, aujourd'hui, on se dit, bon, bah ok, c'est le service d'amélioration continue qui prend en main cette partie-là et donc qui va mettre à jour les standards. Après, on voit aussi que entre ce qui se passe d'un point de vue, on va dire, rédactionnel ou documentaire, et ensuite la mise en pratique dans les ateliers ou il y a toujours parfois un écart. Oui. Et tu vois, c'est là où moi, enfin, je me questionnais, hein, en me disant, en fait, aujourd'hui, pas il manque un poste, ou tu vois, ou peut-être c'était un intitulé de poste en prod qui manque, j'en sais rien, mais en fait, aujourd'hui, je pense que tout ce que tu dis là, et de la direction jusqu'à l'identification du service qui est garant de, c'est plutôt clair, et je pense qu'il y a des entreprises dans lesquelles, effectivement, on arrive mieux à le mettre en œuvre que dans d'autres. En revanche, c'est après, quand tu descends vraiment dans l'opérationnel, parce qu'une fois que tu as ce standard, il faut quand même qu'il soit mis en œuvre au quotidien et enfin, qu'il vive, quoi. Et tu vois, ça, souvent, on voit dans les grandes entreprises, enfin, dans les grands groupes, tu as quand même un écart entre les deux, et souvent, ça part aux oubliettes, quoi. Oui. Mais l'approche systémique, c'est exactement ça. C'est que tout le monde a un rôle, hein. Enfin, le Ouais. système fait que tout le monde a sa petite action. On va parler des managers, on va parler des tuteurs, on va parler des pairs, on va parler de la direction, on va parler de l'amélioration continue. À chaque fois, si tu as quelqu'un qui ne fait pas le job, ça peut rompre cette chaîne de transmission. Tu vois, Il faut même que les opérationnels aient du temps, parce que ça, Ah ouais. soyons clairs, les entreprises veulent former, mais sans laisser de temps. Donc ça, Mm. quelque part, on crée tout de suite les conditions pour que ça marche pas. Donc en fait, c'est vraiment une approche globale. C'est ça qu'il faut retenir. Et aujourd'hui, si tu veux, malheureusement, enfin, moi, je commence à bien connaître ce métier maintenant et ses pratiques. Malheureusement, l'ensemble, pour avoir une entreprise, une organisation apprenante, ben voilà, on arrive toujours dans des organisations où on se dit, attends, là, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Et des fois, on l'a pas au niveau de la direction, des fois, on l'a pas au niveau des outils, des fois, on l'a pas au niveau des valeurs, des fois, on l'a pas au niveau du temps. Enfin, voilà, ce qui est compliqué, c'est de mettre en œuvre cette approche systémique. Ouais. Par contre, ceux qui la mettent en place, ils y arrivent, hein. C'est-à-dire que là, ben Mm. là, il y a des vraies entreprises apprenantes qui, du coup, fonctionnent super bien, quoi. Mais c'est vrai que ça demande un effort au départ, quoi, comme tout. Mm. Je dirais que c'est aussi un sujet coaching RH, Cécile, c'est comment on s'assure que le dirigeant de l'entreprise et son codir sont suffisamment aware, si vous me passez l'expression, et font en sorte de garder ça dans leur ligne de mire parmi les priorités. Ouais. Non, mais Ouais. c'est un sujet de fond. Moi, j'ai des structures qui se sont pas lancées parce que le CODIR était pas partant. Donc, je partage à 200%, Julie, ce que tu dis et puis la discussion qu'on a là. Il faut avoir quelqu'un sur le terrain qui porte vraiment le projet et qui soit moteur et qui soit capable de faire du management transverse et qui soit reconnu par ses collègues comme étant la bonne personne pour le faire et pas la voie de garage parce que finalement, on sait pas où machin, on va le mettre parce que finalement, bah, il a plus de bureau et qu'il sait pas ou qu'il y a eu un souci. Donc, il y a tout un travail collectif sur déjà qui a envie, qui a les compétences, est-ce qu'on a les moyens, le temps, tout ce que tu disais, Stéphane, tout à l'heure, et l'adhésion à 100% du CODIR, de croire en cette méthode. Moi, je suis convaincue hein, de l'extérieur, et puis tout ce que tu as amené là, c'est clairement des très très bons arguments. Mais il faut aussi, et que la personne n'ait pas peur de perdre son poste, parce que d'un point de vue RH aussi, si je suis filmée pour transmettre mon savoir-faire, est-ce que derrière, ils vont pas me mettre à la porte en croyance Ouais. qu'ils seront jamais verbalisés tels quels, mais c'est ce que je peux avoir moi comme frein Ouais. quand on parle RH sur l'équipe derrière. Donc il y a aussi tout ce qui se joue consciemment, inconsciemment, les pouvoirs cachés, est-ce que c'est la bonne personne pour faire ça, c'est quoi filmer aussi, pourquoi est-ce qu'on se filme, derrière le droit à l'image, qu'est-ce qu'on va faire de mon image, enfin c'est plein plein de questionnements autour, mais Ouais, tout à c'est fait. une vraie réflexion globale. Moi je le verrais bien Oui, tout dépend de la taille de la structure, mais de le faire en concertatif et en collaboratif, quoi. Et là, effectivement, tu as toutes les chances que ça marche. tout à fait.
Et j'en profite pour challenger un peu les fonctions RH, puisqu'on a la chance Mm. d'en avoir beaucoup là, dans cette salle virtuelle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, on voit les services RH qui sont beaucoup concentrés sur la compétence. C'est-à-dire que grille de compétences, c'est faire, c'est pas faire. La connaissance, c'est autre chose. Enfin, c'est autre chose. Ça intègre ça, mais c'est beaucoup plus large. C'est tout le vécu de la personne, c'est ce qu'elle a dans la tête et qui n'est pas forcément verbalisé. Donc, voilà, ça, il faut aussi se questionner sur comment on va au-delà de bon, ben, je sais tourner le bouton de gauche à droite, mais il y a des gens qui vont le faire, il y a des gens qui vont faire les opérations en 10 secondes et d'autres qui vont les faire en 3 minutes, quoi. Voilà. Et les connaissances, finalement, la différence, c'est ça, Mm. c'est ce qui permet d'être efficace une fois qu'on a un standard, c'est de le réaliser efficacement. Donc, ouais, Mais euh, ça va aussi plus loin dans ce que tu dis, parce que c'est aussi les compétences de pouvoir mettre tout ça en place. Ça veut dire que tu intègres dans tes grilles de compétences la compétence d'être capable de se filmer, de décomposer, de pouvoir transmettre. Enfin, pour les salariés qui jouent le jeu aussi, ça donne un nouveau lot de compétences en RH à intégrer aussi. ouais, Euh, Enfin voilà, il y a aussi cette dimension-là qui me semble importante en RH aussi ouais, à pas négliger sur les rôles de tuteur ou de mentor ou de référent technique qui sont souvent un peu mis de côté ou sous le tapis, qui font que il faut quand même se questionner sur quelqu'un qui est capable de transmettre, enfin de se filmer aussi ou d'accepter d'être filmé et de transmettre par la vidéo ou de participer à ces groupes de travail pour réfléchir. Il y a aussi de nouvelles compétences qui se greffent et sur ton plan de développement de compétences et ta grille de compétences c'est hyper intéressant de les intégrer aussi. C'est le ouais, tout à fait. petit complément. Parfait. C'est tout bon pour vous. Je vois l'heure qui est C'est parfaitement alignée 10h01. avec ouais, notre plan. Donc, si on en a fini, je peux quand même vous passer les quelques slides de remerciements, hein. Voilà. Avec Ouais. plaisir. Euh, Comme ça, tout le monde les aura dans le replay. On va laisser rappel de nos coordonnées avec nos Mm. différentes expertises réciproques. Je mettrai sur le replay aussi ta présentation, Stéphane. Je Oui, peux volontiers. l'intégrer, du Bien coup, sûr. c'est OK. Ouais. C'est pour. On Ouais, l'avait tout fait à pour les fait. 2 premiers webinaires, donc. Et puis, je prends rendez-vous avec Alexandra pour le refaire en Ouais, plénière avec les équipes Boréal et avec, Réseau Et 10. Stéphane, je serais intéressé qu'on échange un petit peu, parce qu'il y a plein de choses voilà, dont tu as parlé et qui m'intéressent. Et Très bien. j'ai énormément de choses à faire dans la boîte que je viens de reprendre, donc je pense que tu peux vraiment m'aider. Eh bien, écoute, avec plaisir. Je Ok. confirme, je pense qu'il y a plus que des synergies et que Ouais. c'est pas dans ton plan de priorité. Enfin, quoi que ça se discute. Oh, Ça si, tout si, si, dépend. si, si, Le si, risque si, si. RH que tu prends en ne le faisant pas, il est quand Ouais. même bien présent. Donc. Non, 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 il y a du boulot là. Il y a du boulot. Donc, oui, je vais te contacter pour qu'on convienne d'un rendez-vous, au moins téléphonique dans un premier temps. Avec plaisir, Fabrice. À Ok, disposition. super. Merci. Merci à toutes et à tous de votre participation, Merci. contribution active. Merci Stéphane pour ce très chouette webinaire. Et puis d'ici, allez, une petite demi-heure, tout est dans le lien replay pour ceux et celles qui nous suivront avec un peu de différé. enfin, super. Merci Merci Cécile. beaucoup. Merci Merci à beaucoup. toutes et à Merci. Merci. tous. Merci. À Bonne très Bonne journée. Au bientôt. continuation. revoir. Au Au revoir. revoir. Bonne journée.